Eh bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié le petit répit accordé par la dernière vidéo qui était un peu légère. Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important qui va nous servir à faire plein de choses. Comme c'est un sujet pour lequel il y a beaucoup de choses à dire, on va le voir en deux parties pour que ce soit plus agréable. Alors comme d'habitude, prenez une grande inspiration, préparez vos claviers, et on y va pour la première partie. Aujourd'hui donc on va parler de quelque chose de puissant et qui va demander une certaine capacité de visualisation mentale. On va parler des tableaux statiques. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont connu, ou au moins savent ce que sont, les bornes d'arcade. On en voit dans certains films ou séries comme Terminator 2, Dexter, Stranger Things, etc. Qu'est-ce que c'était cher de jouer à ça quand j'y repense ? Enfin bref. Le principe était, sur la quasi-totalité des bornes, de faire le meilleur score et de rentrer son nom. Des fois c'était limité à 3 lettres, donc bon, à moins de s'appeler Bob, Léo ou Léa, on pouvait pas vraiment y mettre son nom complet quoi. Mais bref. Du coup, en attendant un joueur et à la fin de la partie, il y avait le tableau des scores qui s'affichait en indiquant le top 10 des meilleurs joueurs pour inciter à venir les battre. On a un peu la même chose dans les jeux de course avec l'enregistrement des meilleurs temps plutôt que les scores, mais le principe reste le même. Maintenant qu'on commence à être un peu plus à l'aise avec le code, notre première idée pour représenter ça dans un programme, ça va être de créer des variables qui stockeront les scores ou les temps. On pourrait donc du coup voir ce genre de choses. Ou sur la même ligne si certains préfèrent. Avec en plus le nom du joueur qui lui est associé. Alors oui, mais non. Sans rire, on dirait un gros pâté tout moche, et là on ne parle que de la création des variables, mais quand on va vouloir les appeler, leur affecter des valeurs, etc., ça va être la galère la plus totale. En plus de ça, ça fait 20 variables à créer et à stocker en mémoire, et ça juste pour les scores ou les temps. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces variables ont le même but. Elles vont stocker le même genre de données, dans le même contexte. C'est pour ça qu'il y a un outil super génial qui existe dans tous les langages de programmation, les tableaux. Le principe du tableau, ça va être de faire un regroupement de variables en une seule. Il n'y aura donc qu'une seule variable de déclarer, un seul espace en mémoire de créer, et en code beaucoup plus lisible et agréable autant pour nous que pour le programme. Si ça vous paraît abstrait encore, pour bien vous représenter le concept, quand on fait une liste de courses, on n'écrit pas chaque article qu'on veut acheter sur un post-it différent. Si ? Perso, je prends une feuille et j'écris chaque article que je compte acheter. Cette feuille, c'est un tableau. Une seule feuille, une variable, un seul espace de stockage, plusieurs valeurs. Maintenant qu'on voit mieux ce que c'est et à quoi ça peut servir, voyons comment déclarer un tableau. Ça se déclare presque comme une variable. On va avoir le type de données qu'on va stocker dedans, le nom du tableau, et sa taille entre crochets. Dans notre cas, on sait que le nombre de scores qu'on stockera ne changera pas. On peut donc utiliser une constante pour déclarer notre tableau. L'avantage de faire ça, c'est que d'une part, ça sécurise notre tableau grâce à la constante, et en plus on a la taille de notre tableau déjà stockée dans une variable. Et c'est quelque chose dont on va avoir besoin, donc c'est parfait. Vu que c'est un regroupement de variables en une seule, on va pouvoir accéder à chaque espace de stockage dans le tableau. Pour ce faire, il faut se représenter le tableau comme une ligne sur Excel dont les positions sont les suivantes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de vous habituer au fait que la première position soit 0 et pas 1 ? Eh bien, les tableaux en sont un exemple concret. Pour accéder à l'espace voulu, on va écrire le nom du tableau et entre crochets la position. Pour pouvoir accéder et stocker une valeur dans la première case, on va donc écrire score entre crochets 0 égale 999. Pour la deuxième case, on va écrire score 1 égale 888 par exemple. Pour la troisième case, score 2 égale 777, etc. De la même manière, on peut accéder à chaque case du tableau en l'indiquant dans l'appel. Si on fait un cout pour afficher le premier score, ça donnera ça. Pour afficher le deuxième score, etc. Une des façons très utilisées pour parcourir l'ensemble du tableau est de faire un appel via une boucle. Connaissant la taille du tableau, on sait le nombre de fois où l'on va répéter l'instruction.
On va donc mettre une boucle for en place. On va écrire for, la déclaration du compteur qu'on initialise à 0. La condition, c'est que le compteur soit strictement inférieur à la taille du tableau. C'est là que c'est bien d'avoir la taille du tableau enregistrée dans une variable. Et on incrémente i. Et l'instruction, ça va être cout score i. On écrit strictement inférieur car les positions étant de valeur -1, par exemple la première position c'est la position 0, la deuxième la position 1, etc. La dernière position est donc la taille du tableau -1. Ici, le compteur va servir non seulement de repère pour la boucle, mais également de position de la case en lecture actuelle du tableau. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à en prendre connaissance pour comprendre ce dont je vais parler par la suite, et pour ceux qui l'ont vu et qui se posent la question, oui, il est possible de passer un tableau comme argument d'une fonction. Mais il y a 2 ou 3 choses à savoir. Premièrement, les tableaux statiques mis en argument sont automatiquement passés par référence. Il n'est donc pas nécessaire de préciser la chose avec l'esperluette. Le programme comprend que c'est un tableau statique et va directement en faire une référence. On l'écrira donc comme ça. Deuxième point, qui dit tableau dit très souvent utilisation de la boucle for comme on l'a vu avant. Du coup, avec la présentation d'un tableau statique mis en argument, il va manquer une information capitale à la bonne utilisation de cette boucle. C'est pour ça qu'il va falloir prendre l'habitude d'ajouter un deuxième argument, la taille du tableau, ce qui va donc donner quelque chose comme ça. Et troisième point, il est tout simplement impossible pour une fonction de renvoyer un tableau. Bon, faisons une pause. Je vous ai dit au tout début qu'un tableau c'était un regroupement de variables. On peut donc avoir des tableaux d'entiers, des tableaux de chaînes de caractères, mais un tableau étant un type, eh ben oui, on va pouvoir avoir des tableaux de tableaux. Ce type de tableau s'appelle tout simplement un tableau multidimensionnel. Jusqu'à présent, les tableaux qu'on avait vus étaient de cette forme, mais il est possible de faire des tableaux qui vont plutôt ressembler à ça. La syntaxe de ce type de tableau statique va être la suivante. On va écrire le type du tableau, le nom du tableau, dans les premiers crochets la taille X et dans les deuxièmes crochets la taille Y. Pour vous donner un exemple, ce tableau va être déclaré comme ceci. Pour se situer dans le tableau, on va prendre comme base un plan mathématique avec les axes des abscisses et des ordonnées. Un tableau avec 2 dimensions va faire intervenir l'axe des ordonnées et se positionnera comme ça. Du coup, si on veut atteindre la case 0, 0, ça sera celle-là. La case 1, 0, ce sera celle-là. La case 5, 0, celle-là. 3, 2, celle-là, etc. Je m'aperçois qu'on n'a pas beaucoup abordé les strings depuis la première vidéo. Bon ben, ça va être l'occasion. Si je vous disais que les chaînes de caractères sont, des tableaux, vous me croiriez ? Si vous avez répondu non, je vous répondrai que, c'est le cas. Partant de là, on va pouvoir faire les mêmes manipulations que pour les tableaux statiques. Par exemple, en créant une variable message qu'on va initialiser à bien le bonjour, on va pouvoir trouver la taille de la chaîne avec la fonction size, qui va s'écrire comme ça. On va pouvoir isoler une lettre en indiquant sa position. Et même la modifier en lui affectant une nouvelle valeur. Par exemple, là je vais remplacer le petit b par un grand B. Et on peut également ajouter un caractère ou carrément une chaîne, ça s'appelle la concaténation. Pour ça, on va simplement additionner les chaînes. Et si on faisait un exemple pour reprendre tout ça ? On va simuler le fait d'avoir un inventaire et de récupérer un objet pour le mettre dedans. On va commencer par créer la variable pour la taille du tableau, qu'on va initialiser à 10. En gros, il y aura 10 emplacements dans notre inventaire. On va ensuite créer un tableau de chaîne de caractères qu'on va initialiser avec les valeurs tissu, branche et caillou pour les premiers emplacements, histoire de dire qu'on a un inventaire avec quelque chose dedans. On crée en parallèle
un tableau pour indiquer le nombre d'objets qu'on a dans notre inventaire. On va dire qu'on a 12 tissus, 17 branches et 4 cailloux. Petite parenthèse, initialiser un tableau entre accolades comme ça veut dire que les emplacements couverts par l'initialisation auront la valeur qu'on leur donne. Par contre, le reste vaudra 0. On va également créer une variable repère qu'on utilisera à un moment, et une variable choix. Ok, maintenant on va commencer par afficher notre inventaire. L'idée étant d'afficher ce que l'on a, on va éviter d'afficher le contenu des emplacements vides. Pour ce faire, on va explorer notre tableau d'entier et on va dire que si l'emplacement actuel est différent de 0, sous-entendu qu'il y a des objets, alors on va afficher le nom de l'objet ainsi que le nombre qu'on a de cet objet. On ne met pas de sinon, ça sous-entend que si on n'a pas d'objet, on fait rien. Et on va ensuite simuler le fait qu'on trouve un objet, on va dire une corde, et on va avoir le choix de la ramasser. On met un rafraîchissement de l'écran pour pas qu'on soit submergé d'informations, et on va voir le cas où on la ramasse. Si on la ramasse donc, l'idée c'est qu'elle va venir s'ajouter à notre inventaire. Pour ça, on va explorer notre inventaire et trouver le premier emplacement vide qu'il y a. On va s'aider de notre variable repère qu'on va incrémenter tant que l'emplacement où on est a des objets pour qu'elle corresponde à la position de l'emplacement vide. Une fois qu'on a fait ça, on sait où ajouter la corde. On va donc incrémenter la position repère du tableau d'entier et on va affecter la valeur corde à la position vide du tableau de nom d'objet. On refait un affichage de l'inventaire pour vérifier que la corde s'y est bien ajoutée. Et maintenant, si on choisit de ne pas garder la corde pour une raison quelconque, dans ce cas, l'idée ça va être de retirer cet objet de l'inventaire. Pour ça, on va réinitialiser la variable choix et on va mettre un message demandant si on veut la jeter. Dans le cas où on confirme, on va décrémenter la position du nombre de cordes dans le tableau d'entier et on va vérifier s'il reste ou pas des cordes. S'il n'y en a plus, si on a jeté la dernière, à ce moment-là, on va réinitialiser le nom stocké dans l'emplacement des cordes et on va enfin afficher notre inventaire pour vérifier l'opération. On peut également vérifier le bon fonctionnement de cette méthode en allant modifier la phrase où on trouve la corde pour dire qu'on en trouve plusieurs, et au lieu d'ajouter une corde quand on la ramasse, on va en ajouter 3. Si on relance le programme et qu'on choisit de jeter la corde, on voit qu'il nous reste 2 cordes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on verra la deuxième partie des tableaux avec un exemple un peu plus volumineux. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, à faire des tests de votre côté, parce qu'encore une fois, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Allez, à bientôt!